Le temps de l'info, nous recevons maintenant Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise, vous êtes député LFI NFP des Bouches-du-Rhône. Alors un peu de simplicité ne nuit pas parfois. Édouard Philippe a officialisé sa candidature pour 2027. Votre réaction ? Peut-être qu'il croit, lui, à la possibilité d'une destitution ou d'une démission du président de la République. Vous y allez direct. Manifestement, il prend les devants. Non, je pense que ça en dit long quand même sur la situation de fracturation dans le bloc macroniste, qui n'est même plus majoritaire aujourd'hui, qui est arrivé en 3e position des élections législatives, et dans lequel on voit déjà que s'aiguisent les ambitions personnelles et individuelles. Et le timing de Édouard Philippe qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle, alors que depuis 50 jours, le pays est en attente de la nomination d'un Premier ministre et que le président de la République s'est empêtré dans cette discussion, je pense en dit long sur l'état des relations entre les deux hommes. Pour vous, il cherche à affaiblir le président de la République ? Je ne sais pas si c'est son objectif, mais en tout cas, c'est clairement la conséquence de ce qu'il fait. Et le président de la République n'a pas eu besoin d'Édouard Philippe pour s'affaiblir, qu'on s'entende bien. Mais je pense qu'il y contribue, oui. Bon, et qui mise sur 2027 dès maintenant, c'est pas un problème pour vous. En même temps, vous êtes tous alignés déjà sur 2027. Pourquoi vous dites ça ? Si, c'est un problème d'un certain point de vue, parce que je pense que ce qu'attendent les Françaises et les Français, qui il y a 2 mois ont voté aux élections législatives, qui ont envoyé un message clair, puisque au premier tour, je le disais, ils ont infligé une défaite, une déroute totale pour le président de la République. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils souhaitent qu'il y ait un changement de politique. Et ils souhaitent que ce changement de politique, il arrive tout de suite, pas en 2027. Donc il me semble quand même que le premier objectif, c'est comment enfin ce gouvernement voit le jour, et enfin ce gouvernement permet à la politique du pays de changer radicalement pour répondre aux aspirations et aux préoccupations qui ont été exprimées par les Françaises et les Français. En tout cas, moi, c'est mon objectif, c'est dans cet objectif que je travaille. Et sur ce point, je vous dis franchement, maintenant, ça suffit. 50 jours... tout ça est pathétique. Le président de la République qui succède, les interviews, les consultations, et je reçois l'un, et je reçois l'autre, et il y a un nom qui était là il y a 3 semaines et qui revient maintenant. Stop, il faut que ça s'arrête. Il y a une solution institutionnelle simple, il y a une formation politique qui arrive en tête, il faut faire en sorte qu'elle puisse avoir sa chance pour constituer un gouvernement, c'est le nouveau Front populaire. Et ensuite, c'est l'Assemblée qui décidera. On va y revenir. Ah oui, à n'en pas douter un instant, mais je reste sur le fait que Édouard Philippe n'exclut pas en creux la démission de Emmanuel Macron d'ici la fin de son mandat. Ça vous fait sourire ? Pour vous, c'est une évidence ? Ça ne tiendra pas ? Il y aura démission ? J'observe que le président de la République se retrouve de plus en plus isolé, de plus en plus affaibli, et que tout le monde voit bien désormais qu'il est la raison du blocage et de l'impasse dans lequel est le pays aujourd'hui. Et plus il va prendre de temps à trouver une solution, s'il en trouve une, de stabilité pour le pays, plus effectivement c'est sur sa propre personne que vont commencer à se concentrer les regards. Vous misez à fond là-dessus, parce que votre groupe à l'Assemblée a déposé, c'était hier d'ailleurs, la proposition de résolution visant à destituer le président de la République au titre de l'article 68 de la Constitution. D'ailleurs, en parallèle, vous mettez aussi en exergue cette pétition. On est à 190 000 signataires environ. 200 000, là, on a dépassé les 200 000. Vous pouvez aller signer sur macron-destitution.fr. Une pétition donc, pour la destitution du président de la République. Dans votre proposition de destitution, vous l'accusez de manquement grave à son devoir en refusant d'accéder à la demande du nouveau Front populaire de nommer Lucie Questet. Vous parlez de défense de la démocratie, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a très peu de chances que ça aboutisse. Je rappelle juste quelques points. Oui. La proposition de résolution doit d'abord être signée par au moins 1/10 des membres de l'Assemblée dont elle est issue. Puis elle doit être approuvée par le bureau de l'Assemblée, puis validée par la commission des lois. Si ces étapes alors sont franchies, et seulement là, ce qui n'est pas du tout gagné, la motion nécessite l'approbation de 2/3 des parlementaires réunis en haute cour. Je reprends ma respiration. C'est une gageure. Donc du coup, dans quel but ? On est dans le symbole. Attendez, Amilcar, reprenons les différentes étapes. Vous avez bien présenté les différentes étapes. J'ai fait mon maximum. Bon, reprenons-les une par une. La première étape, c'est effectivement que cette motion doit être déposée par 1/10 des députés. C'est 58 députés. Nous, les Insoumis, nous sommes davantage que 58 députés. Donc nous avons la possibilité de le faire. Ensuite, il faut une deuxième étape, c'est que cette proposition reçoive la majorité du bureau de l'Assemblée nationale. Or, il se trouve que le nouveau Front populaire constitue une majorité au bureau de l'Assemblée nationale. Oui, sauf que les socialistes n'ont pas envie de suivre votre procédure de... Mais attendez, au bureau de l'Assemblée nationale, il ne s'agit pas de dire qu'on est pour ou contre la destitution du président de la République. Il s'agit de dire est-ce qu'on est d'accord pour que cette proposition puisse être examinée en commission des lois et dans l'hémicycle. Il m'étonnerait beaucoup qu'il y ait quelques personnes que ce soit au sein du nouveau Front populaire qui s'opposent à ce que cette proposition puisse être discutée au sein de l'Assemblée nationale. Attendez, on va y venir. Ça, c'est l'étape suivante. Là, on était au bureau de l'Assemblée. Oui. Ensuite, vous avez raison, il faut un vote des 2/3 des députés au sein de l'Assemblée nationale. Mais de combien de députés disposent
le bloc macroniste à l'Assemblée nationale, moins d'un tiers des députés, des 577 députés à l'Assemblée nationale. Donc là où vous avez raison, c'est que j'ai pas de certitude que ça fonctionne. Mais par contre, si les oppositions sont cohérentes avec ce qu'elles disent, c'est-à-dire qu'elles s'opposent à Emmanuel Macron, alors elles devront prendre la responsabilité, soit de permettre à cette motion de destitution d'être examinée, soit au contraire de couvrir le président de la République et de le maintenir au pouvoir. La question leur sera posée à eux. Aux 31 députés Horizon d'Édouard Philippe de vous aider ? Non, je dis pas. Ils sont les bienvenus pour nous aider à destituer le président de la République. Tout le monde est le bienvenu pour aider à destituer le président de la République. Mais il n'y a pas besoin des députés Horizon, parce que même en incluant les députés Horizon, les députés macronistes représentent moins d'un tiers des députés à l'Assemblée nationale. Donc je ne dis pas qu'il y a une certitude que cette procédure puisse aller à son terme. Ce serait raconter des bêtises. Mais par contre, il y a un chemin pour y parvenir. Et ce chemin, il dépend aussi de la pression populaire sur cette procédure, et c'est pourquoi il y a cette pétition. Et moi je suis content de voir qu'en 3 jours il y a plus de 200 000 personnes qui l'ont signée. C'est pour ça que je me permets de dire aux gens, parce que je suis aussi là pour informer sur les moyens d'action dont ils disposent, que s'ils ont envie de donner un coup de main à cette procédure, ils peuvent signer cette pétition. C'est macron-destitution.fr. En attendant, ce qui se profile, c'est quand même le choix d'un Premier ministre. Certes, ça tarde, mais quand même. Il y a toujours 2 noms en tête aujourd'hui, c'est Bernard Cazeneuve et c'est Xavier Bertrand. On prend les choses les unes après les autres. Si c'était Xavier Bertrand, votre réaction immédiate, votre tweet, c'est quoi ? Non mais mon tweet, il est le même qui que ce soit, si ce n'est pas Lucie Castet, la candidate proposée par le Nouveau Front Populaire. C'est te dire que c'est une remise en cause du résultat des élections législative, que c'est une négation de la parole qui a été exprimée par les Françaises et les Français, et donc que nous allons censurer ce gouvernement. Je l'ai dit, redit depuis des semaines et des semaines, et je ne fais pas partie des gens qui changent d'avis, et j'essaye de tenir compte de la parole que j'ai ou que nous avons pris, nous les Insoumis et les membres du Nouveau Front Populaire, devant les électrices et les électeurs. Attendez, quand même, le président de la République s'est mis tout seul dans une impasse parce qu'il a fixé une règle qui est une règle inédite dans nos institutions, c'est « je ne vais nommer un Premier ministre que si j'ai une garantie de non-censure ». Bon, or on voit bien aujourd'hui, et c'est sur la base de cet argument qu'il a écarté la possibilité de Lucie Castet. Or aujourd'hui, les 2 noms que vous me citez n'ont pas de garantie de non-censure. On est sûr pour Bernard Cazeneuve ? Mais Bernard Cazeneuve... Vous êtes sûr que les socialistes ne vont pas pour parti... Mais vous savez comme moi qu'il y avait hier soir une réunion du bureau national du Parti Socialiste, que les opposants à Olivier Faure ont demandé au Parti Socialiste de prendre l'engagement qu'il ne censurerait pas Bernard Cazeneuve, et que cette demande a été rejetée par le bureau national du Parti Socialiste. C'est serré, 53%. Oui, mais en fait, on va y revenir. D'accord, mais c'est quand même la décision qui s'impose. J'ai dit on prend les choses les unes après les autres. Pardon. Donc Xavier Bertrand, cas numéro 1. Moi, j'ai une question à propos de Xavier Bertrand. Admettons, c'est lui qui est nommé et il annonce qu'il va mettre en place une mesure qui vous est chère. Ça va peut-être vous surprendre. Allez-y, Xavier Bertrand, en 2022, pendant la campagne, prenait un SMIC à 1 500 € net. Il disait il faut que ce soit via une prime de l'État, etc. Donc, c'est pas 1 600 comme vous le prenez vous, mais c'est une forte augmentation du SMIC. Mais là, est-ce que ça le rend compatible avec... Mais non, mais en fait, le problème, je vois bien, après, on essaye de me dire... Oui, mais vous n'allez pas censurer Bernard Cazeneuve s'il met en place le programme du Nouveau Front Populaire. Mais s'il s'agit de mettre en place le programme du Nouveau Front Populaire, il y a une candidate pour ça, elle s'appelle Lucie Castet. Le sujet n'est pas un sujet de casting et de personne. Tout le monde sait qu'à partir du moment où le président de la République a écarté la proposition... C'est ce que vous dites, pardon. Non, je ne dis pas ça. Si c'est notre programme, je dis que Lucie Castet, c'est la garantie du programme du Nouveau Front Populaire. Oui, mais vous dites que si c'est notre programme et pas avec la bonne personne, c'est pas bon. Après, vous dites que c'est pas un problème de casting. Non, Amélie Carrère, je dis que ce n'est pas possible, que ce que vous me dites là est une vue de l'esprit. Par définition, si c'est Xavier Bertrand, ça ne sera pas pour appliquer le programme que nous avons défendu pendant la campagne des élections législatives. Donc là, par définition, et c'est normal, et c'est pas dire ça n'est pas faire être infamant vis-à-vis de Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand défend des options politiques qui ne sont pas celles du Nouveau Front Populaire. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On me dit oui, mais si c'est Bernard Cazeneuve pour mettre en place le programme du Nouveau Front Populaire, mais si c'est pour mettre en place le programme du Nouveau Front Populaire, ce ne sera pas Bernard Cazeneuve. Et s'il s'agit de mettre en place le programme du Nouveau Front Populaire, il y a une candidate pour ça, elle s'appelle Lucie Castet. Donc il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Ce que je dis, c'est que le président de la République a inventé une règle absurde de la non-censure qu'il le met dans l'impasse aujourd'hui. Et donc c'est à cette règle-là qu'il doit renoncer. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans nos institutions. Il y a une force politique qui arrive en tête. On lui laisse sa chance. Donc on laisse Lucie Castet, mais donc elle est censurée très peu de temps après, on passe à la suite. Mais vous ne le savez pas, Amélie Carrère. Et c'est une possibilité, effectivement, qu'elle soit censurée. Et dans l'hypothèse où elle est censurée, dans nos institutions, alors, le président de la République ouvre une autre possibilité. Mais d'abord,
On demande, c'est pas le président de la République qui décide à la place des 577 députés que Lucie Castet va être censurée. Il en sait rien. Moi, je vous dis que si Lucie Castet est nommée Première ministre, alors on va engager un certain nombre de propositions de loi à l'Assemblée nationale qui peuvent gagner une majorité de députés. Si la première mesure que nous mettons sur la table, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, je vous dis qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et renoncer à la retraite à 64 ans. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour faire ça. Donc, je ne comprends pas, ou je comprends malheureusement trop bien, pourquoi le président de la République a inventé cette règle. Il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'en fait, le président de la République a perdu les élections, mais il ne veut pas renoncer au pouvoir. Il doit renoncer au pouvoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Il voulait vous appeler hier, vous avez renoncé à le prendre au téléphone. Dans le fond, pourquoi ? Mais parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. C'est pas très républicain, c'est pas. Non mais attendez, vous trouvez très républicain qu'on vous appelle. Attends, parce que si vous voulez qu'on raconte les détails de ce rendez-vous, vous trouvez ça extrêmement républicain que vous recevez un coup de téléphone dans l'après-midi, on vous dit dans 15 minutes on vous propose un échange avec Mathilde Panot. Mais on n'est pas à la disposition du président de la République à la minute qui nous siffle et on arrive, ça fonctionne pas comme ça. Excusez-moi. Hein. Donc vous n'êtes pas non plus un facilitateur. Non, Premièrement, la responsabilité du blocage, c'est celle du président de la République. Deuxièmement, moi, ma position, je l'ai déjà exprimée avec tout le nouveau Front populaire. Il y a 10 jours, nous avons signé un communiqué, nous sommes allés à la rencontre du président de la République la première fois. Nous lui avons dit ce que nous avions à lui dire, qui était le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Vous devez nommer Lucie Castet à Matignon. Et ensuite, nous travaillerons et nous chercherons des majorités à l'Assemblée nationale. Nous avons dit ça. Le président de la République a écarté cette hypothèse. Nous avons dit, nous n'allons pas revenir dans des discussions avec le président de la République, hormis s'il s'agit de préparer les modalités concrètes d'une cohabitation entre un gouvernement, Lucie Castet, et le président de la République. Donc je ne vais pas maintenant vous dire finalement, je veux bien venir discuter parce que j'ai envie de manger des petits fours à l'Élysée. Non, pardon. Je reviens sur ma question sur le téléphone, il n'y a pas de petits fours. C'est vrai, vous avez raison. Quand vous voyez Emmanuel Macron sur votre portable, vous ne répondez pas. Mais d'abord, c'est pas Emmanuel Macron qui m'a appelé. Ah mais là, on vous prévenait qu'il allait appeler. On m'a demandé si dans 15 minutes, nous étions disponibles pour un échange avec le président de la République. Mais moi, je dis une chose simple, c'est que ma position, elle est connue, elle est publique. Pourquoi aller faire semblant dans les couloirs que je pourrais défendre une position différente ? Il me semble que le respect des citoyennes et des citoyens, des électrices et des électeurs, c'est de leur dire les choses avec franchise, avec transparence. Ma position, elle est simple. Nous ne sommes pas d'accord avec quelque autre gouvernement que ce soit que celui du nouveau Front populaire conduit par Lucie Castet, parce que c'est ce que les Françaises et les Français ont choisi. Je reviens sur Bernard Cazeneuve. Vous avez la certitude, malgré le vote du Bureau national du PS hier soir, qu'il ne pourrait pas avoir les voix suffisantes, parce que au-delà d'un vote, effectivement, ce mardi soir en Bureau national, il y a beaucoup de personnalités à gauche qui lui restent attachées. Mathilde Guénégan, vous la connaissez très bien, puisqu'elle suit le nouveau Front populaire pour TF1 LCI. Elle dit il y a deux lignes. Il y a aussi une partie qui soutient Bernard Cazeneuve directement, une sorte de même à la vie, à la mort, dans la mesure où il considère que c'est un vrai homme de gauche, qu'il a prouvé par le passé, etc. etc. C'est possible qu'il y en ait qui pensent ça, mais faisons des mathématiques. Même si, imaginons que le même rapport de force que celui du Bureau national du Parti socialiste existe dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Bernard Cazeneuve, dans cette hypothèse, aurait en gros 30 voix à gauche qui le soutiendraient. Bon, mais le Rassemblement national a dit qu'ils allaient censurer Bernard Cazeneuve et le reste du nouveau Front populaire censurerait Bernard Cazeneuve. Et vous n'avez pas de problème à censurer en même temps que le RN ? Mais c'est pas le sujet. Pardon, moi quand je vote pas en accord avec le Rassemblement national. Je vote sur est-ce que je suis d'accord avec les orientations politiques du gouvernement qui est proposé par le président de la République. Si je suis contre, je vote contre. Si je suis pour, je vote pour. Et le RN peut dire que le ciel est bleu et ça m'empêche pas de considérer qu'il est bleu s'il est bleu. La question va se poser, on va y venir avec Claire, mais sur la question des retraites. Le 31 octobre, niche parlementaire du Rassemblement national. Le Rassemblement national va demander l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. À fond derrière le RN ? Mais non, pas du tout. D'abord, je vous ai dit que notre objectif, c'était d'avoir un gouvernement et que la première proposition de ce gouvernement, ça serait d'abroger la réforme des retraites. Donc, première hypothèse, le président de la République revient à la raison, admet enfin qu'il a perdu les élections et que le nouveau Front populaire les a gagnées, certes, dans une majorité relative, ça ne m'a pas échappé. Mais ça n'a jamais posé problème à qui que ce soit en 2022 qu'on considère que le gouvernement devait être issu de la force qui disposait d'une majorité relative. Dans ce cas-là, notre gouvernement mettra ce texte à l'ordre du jour avant la niche du Rassemblement national. Deuxième hypothèse, l'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire avec nos collègues du nouveau Front populaire. Nous avons fait la demande hier. L'Assemblée nationale peut travailler. Nous n'avons pas besoin que Emmanuel Macron ait terminé son petit jeu. C'est bon, on est disponible pour travailler, pour commencer à mettre des propositions de loi à l'ordre du jour. Donc, deuxième hypothèse,
nous convoquons cette session extraordinaire et notre texte y est examiné à l'intérieur. Alors vous avez commencé il y a plein d'autres hypothèses possibles. Vous avez commencé à répondre tout à l'heure quand je vous ai parlé du SMIC, mais admettons que le nouveau Premier ministre, justement, s'engage, sinon à abroger cette réforme des retraites, au moins à la mettre sur pause. Est-ce que ça peut lui éviter une censure de votre gouvernement ? Et on sait que Bernard Cazeneuve a évoqué le sujet avec le président. Mais madame, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et vous voudriez que j'accepte d'un gouvernement qui dise que non, on va la mettre sur pause, on va faire quelques aménagements. Voilà, non, mon exigence, et c'est pas seulement la mienne, c'est celle qui a été exprimée par les Françaises et les Français, c'est l'exigence de son abrogation. Est-ce que ça lui évite la censure ? Mais non, mais bien sûr que non. Encore une fois, je sais pas, vous pouvez prendre le problème par tous les bouts, je vous le redis. Il y a eu des élections. Il y a un résultat à ces élections. Le résultat à ces élections, c'est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Donc, la logique institutionnelle, la logique démocratique, c'est que le nouveau Front populaire soit appelé à constituer un gouvernement. Mais ça, on a compris, mais rentrons... ça, on a compris, mais en fait, c'est la base. Si vous voulez, notre discussion... C'est pas le scénario qui se dessine. Oui, mais très bien, mais c'est ça le problème, parce qu'en fait, notre discussion, elle pourrait durer 2 minutes. Oui. Et la rencontre avec le président de la République, elle peut durer 2 minutes. Vous avez perdu les élections, c'est le nouveau Front populaire qui les a gagnées, nommé Lucie Castet à Matignon. Nous allons ensuite travailler à construire des majorités à l'Assemblée nationale. Emmanuel Bompard, vous dites abrogation de la réforme des retraites, soit à la niche du RN au 31 octobre, soit avec vous, avec un gouvernement Castet, soit dans la session extraordinaire qui pourrait être convoquée par le président. Soit dans notre niche. Mais abroger la réforme des retraites, la Constitution dit, article 40, qu'on ne supprime pas une réforme sans penser aux économies qu'elle faisait. Et donc, où trouvez-vous l'équivalent financier de la perte des économies que permettait de faire la réforme des retraites ? Alors, il manque combien, à votre avis ? 17 milliards d'euros par an. 14 milliards. À l'horizon 2030 par an. 14 milliards par an. Si vous soumettez les dividendes versés aux actionnaires à cotisation retraite, pour le seul CAC 40, vous savez combien ça fait rentrer dans les caisses de retraite ? 14 milliards. Bingo. Il y a aussi les 150 milliards de dépenses que vous avez prévues, qui devaient déjà être financées par... Non, ne confondez pas, s'il vous plaît, ce qui est de l'ordre du budget de l'État et ce qui est de l'ordre du budget de la sécurité sociale. Donc c'est ça que vous mettez sur la table, notamment du budget des retraites. C'est pas les mêmes ressources et c'est pas les mêmes dépenses. Je vous ai donné un exemple. Je peux vous en donner un autre. Si vous agissez enfin pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, je pense que personne sur ce plateau sera contre le fait que les femmes soient enfin payées dans notre pays au même niveau que les hommes. Si vous le faites par la loi de manière contraignante, ça veut dire que les salaires des femmes vont augmenter au même niveau que les salaires des hommes. Vous allez générer donc des cotisations supplémentaires pour financer nos retraites. On estime à peu près à 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires dans les caisses du système de retraite si on agit et on obtient l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. J'ai quasiment déjà 2 fois la somme nécessaire. Donc c'est tout à fait possible de financer notre système de retraite. Et d'ailleurs, abroger la réforme des retraites, pour moi, c'est qu'une première étape. Ensuite, l'objectif doit être d'aller vers la retraite à 60. Il faut parler quand même budget, parce qu'on apprend cette semaine que le dérapage, ça peut nous mener à 5,6% du PIB. Et vous l'avez d'autant plus vu que c'est notamment Éric Coquerel qui a mis un coup de pression à Bercy pour dire vous nous donnez les documents, sinon on va les chercher. Et donc, du coup, il y a eu des documents qui ont été transmis. D'ailleurs, est-ce que vous dites que le gouvernement a sciemment voulu cacher la situation, que vous faites un procès en insincérité de ce gouvernement? Et donc, du coup, est-ce que Marine Le Pen, elle a demandé, c'était hier ou avant-hier, un débat sur la situation des finances publiques? Vous ralliez à cette demande? Il faut avoir le débat sur la transparence. D'abord, que les choses soient claires. On apprend hier qu'il y a une note dans les services de Bercy qui dit que les prévisions de déficit vont être dramatiques par rapport à ce qui a été annoncé par le gouvernement. On sait que cette note, ça fait plusieurs semaines qu'à Bercy on l'a, et les députés, et en particulier les membres de la Commission des Finances, et le président de la Commission des Finances n'en ont pas connaissance. Enfin, pardon, si c'est pas une manière de camoufler l'insincérité budgétaire, je ne sais pas ce que c'est. Donc oui, c'est pas un procès d'intention, c'est une réalité qui s'appuie sur des faits très clairs. Donc oui, bien sûr qu'il faut des débats sur la... Et il y a une réalité, c'est 16 milliards à trouver. OK pour des économies, OK pour des hausses d'impôts? Mais en fait, ça, c'est toujours le même. Les économies, il faudra me dire dans quoi on va aller couper. Est-ce qu'on va aller couper dans le service de santé? Surtout si on rajoute 14 milliards. Non, mais je vais répondre à la deuxième partie de votre question. Et d'ailleurs, vous savez que la Commission européenne nous a mis sous surveillance, que même le FMI maintenant veut venir se mêler de ce qui se passe en France. Et que disent les institutions, et en particulier les agences de notation? Elles disent le problème en France, c'est qu'on a baissé les recettes de l'État. À peu près 50 milliards d'euros par an depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Donc oui, il faut augmenter les recettes. Et pour augmenter les recettes, mais je réagissais parce que vous dites des hausses d'impôts. Ça, c'est à chaque fois qu'on dit qu'on va augmenter, par exemple,
les impôts sur les plus riches, c'est-à-dire sur 5, 6, 7% de la population, le camp macroniste dit vous allez augmenter les impôts pour que les gens qui nous écoutent pensent que c'est eux qui vont devoir être mis davantage à contribution. Nous avons fait une proposition de réforme fiscale dans laquelle 92% des Françaises et des Français payent moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, j'assume de dire qu'il y a une partie de la population qui a été gorgée d'argent, qui a reçu des cadeaux depuis 7 ans, qui, franchement, ne sont pas nécessaires à la vitalité du pays, à la bonne santé du pays, et qu'il va falloir reprendre ces cadeaux. Et donc oui, cela, il va falloir les faire contribuer davantage. Moi, c'est de vous dire que le temps file très très vite et que j'ai peu de temps, mais on a 3 questions importantes à vous poser, donc c'est un exercice particulier. D'abord, la marche, il y a toujours la marche le 7 septembre. Rendez-vous dans la rue. Quel que soit le Premier ministre annoncé cette semaine, vous nous dites rendez-vous dans la rue, et vous espérez quoi en descendant dans la rue? Si c'est Lucie Castet qui est nommée Première ministre, il y aura une manifestation pour appuyer la politique gouvernementale. Mais vous espérez quoi? Parce que ce ne sera pas Lucie Castet annoncée par le président de la République cette semaine. Vous avez des informations. Non, mais vous savez très bien qu'il ne le fera pas. Donc du coup, ce sera pour obtenir quoi? Ça servira à quoi d'aller marcher? Créer un rapport de force avec le président de la République. S'il n'a pas nommé à ce moment-là de Premier ministre, lui redire que le résultat des élections législatives l'oblige, le contraint, s'il respecte la logique de nos institutions, à nommer Lucie Castet. S'il a nommé un autre Premier ministre, leur dire que les Françaises et les Français qui ont voté avec un certain nombre de revendications ne se laisseront pas imposer une politique différente que celle qu'ils ont voulu voir advenir dans notre pays. Xavier Giacomoni, vous avez une question. Une information dramatique à propos de personnes décédées dans la Manche hier, 12 personnes, il y a encore 2 disparus. Ça se multiplie depuis notamment ce drame du 24 novembre 2021 où il y avait eu 27 morts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les accords du Touquet, qui lient la France et la Grande-Bretagne, déplaçant de facto la frontière britannique sur le sol français, sont caducs? On peut sauver ces gens? Oui, bien. Gérald Darmanin réclame un traité migratoire. D'abord, vous avez raison, c'est un drame de plus, malheureusement. Et oui, je pense qu'il faut remettre en cause cette logique des accords du Touquet qui conduisent en fait ensuite à sursécuriser les côtes françaises. Alors on a sécurisé le port, on a sécurisé les trains pour que les gens prennent pas. Les gens, ils utilisent d'autres moyens, et donc c'est des moyens de fortune, et donc ils vont louer un bateau. Il y a des passeurs qui sont sur le coup, et ça conduit à des drames. Donc la solution, c'est bien évidemment renégocier ces accords et ouvrir des voies légales de migration pour que les gens puissent se rendre en Grande-Bretagne et demander... La Grande-Bretagne n'est pas vraiment d'accord. C'est un rapport de force avec la Grande-Bretagne, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit la France qui assure la politique migratoire de la Grande-Bretagne, parce que ce n'est pas normal. Donc oui, bien sûr qu'il faut remettre en cause ces accords. Alors M. Darmanin, maintenant, il dit qu'il veut les renégocier. Peut-être qu'il aurait pu s'y prendre avant, parce que les macronistes, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Merci Manuel Bompard d'avoir été notre invité. On en avait encore beaucoup sous le pied. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. Yael Gauze, Claire Fournier, Xavier Giacomoni, je vous remercie. C'est vous que je remercie surtout de nous avoir regardés.